Vous êtes bachelier ou étudiant des séries scientifiques. Vous aspirez à devenir un cadre polyvalent, capable d'appréhender les nouveaux défis qui gouvernent le monde des sciences et de la technologie. Entrez dans la grande histoire de l'École supérieure de génie industriel et biologique. Votre formation est assurée par des universitaires certifiés CAMES, avec plusieurs années d'expérience dans le domaine. ESGIB vous offre une formation dans les filières suivantes: génie biologique, génie des industries agroalimentaires, génie des industries chimiques, hygiène, qualité, sécurité et environnement, génie des procédés industriels. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent. Nous sommes à Sacré-Cœur 3 extension en face VDN. Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au 33 867 02 03, 33 867 02 03 ou au 77 094 05 75, 77 094 05 75. Email esgibsub@gmail.com et GIP, la lumière du savoir. Dans l'actualité de ce jeudi, gestion du foncier au Sénégal, l'affectation des terres à des étrangers et aux groupes privés agro-industriels doit être mieux encadrée. Le président de la République met en garde les élus locaux. Le plus gros risque de conflit au Sénégal reste la question foncière, selon lui. Les détails dans cette édition. Au même moment, les populations de Pikine Ouest sont descendues dans la rue pour dire non à la privatisation du site de la Technopole. Le conseil municipal est actuellement en délibération. Les populations font le pied de grue devant la mairie. Les forces de l'ordre veillent au grain. Nos équipes sont sur place. Sur le front du coronavirus, le ministre de la Justice révèle que 80 prisonniers ont été testés positifs au Covid-19. Ils ont tous été traités dans le centre de traitement mis en place par l'administration pénitentiaire. Tous guéris, ces détenus ont rejoint leurs cellules. On vous explique tout dans cette édition. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la situation en Guinée. La Fédération internationale pour les droits humains, FIDH, condamne les violences ayant suivi l'élection présidentielle. La FIDH appelle l'Union africaine et la CEDEAO à soutenir les citoyens guinéens. Ici à Dakar, les partisans de Cellou Dalein Diallo ont encore manifesté devant l'ambassade guinéenne. La question foncière est une poudrière. La mise en garde est du président de la République. Macky Sall invite les élus locaux à une gestion plus responsable des terres du domaine national. L'affectation des hectares à des étrangers doit être mieux encadrée selon lui. Le chef de l'État a présidé ce matin la première édition de la journée dédiée à la décentralisation. Ousseynou Cham. Pour aller vers des collectivités territoriales attractives et émergentes, le chef de l'État exhorte les élus locaux à revoir leur mode de gestion foncière, aujourd'hui largement décrié. Les plus gros risques de conflit dans ce pays restent la question foncière. Au quotidien, je ne reste pas sans recevoir plus de 20 ou 50 dossiers brûlants à travers le territoire national. Ça ne veut pas dire que vous devez, parce que vous êtes maire ou vous avez votre conseil municipal, prendre le territoire de votre commune, le distribuer au premier venu, de façon à plonger le pays dans une situation où toute la terre va devenir privée. En présence des élus locaux, le chef de l'État a présidé la première édition de la Journée nationale de la décentralisation. Sur le thème décentralisation et équité territoriale, le chef de l'État est revenu sur les défis à relever dans la mise en œuvre de la deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation. En harmonisant ces recommandations avec l'évaluation de la première phase de l'acte 3, nous disposons sans doute d'une base suffisamment large et pertinente pour tracer les contours de la seconde phase de l'acte 3 de la décentralisation. Il s'agira, entre autres, d'apporter les réponses idoines à des problématiques majeures telles que la fonction publique locale, le traitement moderne de l'état civil, le statut de l'élu local, la correction
des incohérences territoriales. Pour mettre fin à cette boulimie foncière jusque dans les zones déclarées non édificantes, le chef de l'État annonce des mesures fortes en collaboration avec l'administration territoriale, mais aussi avec ses élus locaux. Merci Ousseynou. Et cette première journée, cette première édition de la journée de la décentralisation n'a pas fait que des heureux. Les associations nationales des élus territoriaux du Sénégal dénoncent leur mise à l'écart dans l'organisation de l'événement. Suivons là-dessus Mamadou Abdoulaye Ba, il est le secrétaire administratif de l'ANED avec notre équipe à Rufisque. Oui, effectivement, nous déplorons le fait que le ministre Oumar Gueye ignore délibérément l'Association nationale des élus départementaux en cette journée nationale de la décentralisation. Il ne nous a pas associés et nous pensons que c'est une forfaiture du ministre Oumar Gueye parce que l'Association nationale des élus départementaux est reconnue par l'État et a son récépissé. Et nous avons été reçus aussi par le président Macky Sall. Donc si le ministre nous ignore en cette journée nationale chargée de la en cette journée nationale de la décentralisation, nous pensons que c'est d'une manière qu'on ne comprend pas nous-mêmes, parce qu'il ne nous a pas expliqué pourquoi il ne nous a pas invités à cette journée nationale. Et cette journée devrait être une journée inclusive, mais pas exclusive. Et la question de la terre divise encore, je vous le disais en titre, vive tension actuellement à Pikine-Ouest. La population est sortie pour dire non à la délibération du conseil municipal, non à la privatisation du site de la Technopole et du site Wat Gaindé. Pikine-Ouest demande également l'extension des cimetières. Le conseil municipal est actuellement en délibération et la population fait le poids de grue devant la mairie. Voyons tout cela avec Habib Faye et Maudit. C'est l'intifada à Pikine-Ouest. Les forces de l'ordre ont barricadé la mairie, empêchant toute entrée et sortie des populations. Le conseil doit délibérer sur l'extension des cimetières, chose que veut le collectif Yok Sama Armer Sam Sama Souf. Mais le principal problème est le site Wat Gaindé du Technopole. La population dit niet à une privatisation de ce terrain. Le conseil municipal est en train de se réunir. Nous connaissons les textes. Nous savons que si le conseil municipal adopte le point numéro 4 ou bien adopte l'ensemble de ces points-là, monsieur le représentant de l'État, en l'occurrence le sous-préfet, il a 15 jours en première lecture et 15 autres jours en seconde lecture, ce qui fait un mois pour approuver cela. De nombreuses arrestations notées, les populations de Pikine-Ouest fustigent et alertent les conseillers municipaux. Certains conseillers ont même boudé la salle et ne comptent pas participer à cette réunion. Je juge nécessaire, lorsque l'on fait quelque chose pour la population, qu'il y ait l'onction de la population d'abord. Moi, personnellement, je ne participerai pas à un vote où la population, surtout la jeunesse, pour laquelle tu l'as fait, ne veut pas de ce projet personnellement. Je pense que l'idéal, ce serait d'avoir l'onction de la population d'abord, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la gestion participative. Mais le sous-préfet appelle au calme. Ils me connaissent, on se connaît. Ces gens-là, mais nous demander pour nek mu dem tok bayi conseil bi mu délibérer de la manière la plus légale qu'il soit. À l'instant, les conseillers municipaux sont dans la salle pour délibérer sur le site Wat Gaindé et l'extension des cimetières. Toutefois, les populations sont aux alentours de la municipalité pour empêcher la privatisation de ces sites. Merci Habib. Allons maintenant à Kaolack. Difficultés financières au marché central aux poissons de Kaolack. Les travailleurs dénoncent les retards répétitifs de salaire et dénoncent ce qu'ils considèrent comme une mauvaise gestion qui, de leur point de vue, est à l'origine des difficultés financières que traverse le lieu de commerce. Ils ont fait face à la presse cet après-midi pour fustiger cette situation. Voyons tout cela avec Ibrahima Djamé et Fali Gaye. Retard de salaire, absence de plan de carrière, principaux motifs de la sortie d'une partie du personnel du marché central aux poissons de Kaolack qui pointe directement du doigt une mauvaise gestion de l'entreprise. Les travailleurs peinent à percevoir leur salaire. C'est une gestion qui est catastrophique, ce n'est pas un mot de trop, il faut le dire comme ça.
Mais nous sommes dans des lendemains très incertains. Faute d'un plan de carrière et d'un statut normal, ils ne peuvent accéder aux banques, fustigent ces travailleurs. Nous avons des problèmes pour que nos travailleurs soient acceptés par les banques, parce que nous n'avons pas de statut qui peuvent permettre aux banques de nous accueillir chez elles. Faux rétorque Cheikh Ndao, le directeur général par intérim du marché central au poisson, qui indique que ce sont les prêts bancaires qui les plombent. Non, s'ils disent ça, c'est faux. C'est archi faux. Parce qu'ils ont tous des prêts au niveau des banques. Allez-y au niveau des banques pour vérifier. Ils ont tous des salaires, des prêts au niveau des banques. Même ce mois-ci, comme les salaires sont en retard, la banque a coupé à 2 reprises leur salaire. C'est ce qui s'est passé réellement. Mais sur les difficultés financières que traverse l'entreprise, le directeur reconnaît et s'explique. On peut dire que ça traverse des difficultés financières, mais tout ça c'est dû au manque de glace, à la panne des machines, à la vieillesse des machines. Cette fois-ci on a réparé, mais ça nous manque des matières premières qu'on appelle ammoniac. Ces travailleurs du marché central au poisson de Kaolack ont tenu ce point de presse en présence du secrétaire général de l'Union régionale de la CNTS, Abdou Ndiaye, qui leur a promis de mener le combat avec eux. Merci Ibrahima. Et puis venons-en à l'évolution de la Covid-19 au Sénégal. Aucun décès n'a été annoncé ce jeudi. Sur 899 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 24 nouveaux cas de coronavirus. 51 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 5 admissions en réanimation. La tendance baissière, justement, s'est d'ailleurs généralisée en Afrique, là où la situation épidémiologique se dégrade nettement. En Europe, difficile de trouver pour l'heure une explication scientifique à cette dichotomie. L'Afrique s'approche-t-elle de l'immunité populationnelle? Élément de réponse avec Pafarning et Youssou Barro. Sur notre demande, le président en Conseil des ministres avait demandé à ce que les échéances de crédit soient reportées de 3 mois renouvelables. Et il avait donné des instructions fermes à la Banque centrale pour que les banques accompagnent les usagers dans ce report pendant cette période de Covid-19. Et il nous a été donné de constater qu'il n'y a en réalité pas eu de report pour certaines banques du moins. Parce que ce qui s'est passé en réalité, c'est que les banques ont refusé pour certains de reporter, pour d'autres ont prétexté qu'il n'y avait pas de formulaire de report. Mais ce qui est plus grave pour les autres, c'est qu'en lieu et place du report, elles ont proposé ce qu'on appelle un prêt Covid. Qu'est-ce que le prêt Covid? C'est un prêt qui va rééchelonner le premier prêt avec des pénalités de remboursement par anticipation. La baisse des cas de Covid-19 au Sénégal doit être mesurée, réfléchie, mais également diagnostiquée. Une tendance baissière peut être due à une immunité collective. C'est difficile à dire parce que là, actuellement, ce qu'on sent, c'est qu'il y a eu une baisse du nombre de cas. Ça, c'est clair. Depuis un certain temps. Et cette tendance baissière, elle est sous-régionale. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une immunité collective? Est-ce qu'il y a une immunité croisée? On ne le sait pas. Je pense que nous, en tant que socio-anthropologues, nous ne pouvons pas répondre à ces questions-là. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a une baisse du nombre de cas et que cela est imputé à quelque chose. Mais là, la recherche va continuer et nous-mêmes, nous allons continuer à travailler sur ces aspects. Les perceptions variées de l'épidémie de Covid-19 par les populations, les mesures fortes prises par les autorités et la résilience du système sanitaire. Autant de questions était l'objet de recherches pour mieux comprendre la situation. D'abord, l'évolution de l'adhésion aux mesures. Dans un premier temps, les mesures, on était dans une situation où il y avait peu de cas. Il y a eu des décisions fortes de santé publique, des mesures exceptionnelles qui ont été prises, auxquelles les populations ont adhéré. Les recherches, elles montrent que cette résilience, cette adaptation, il y a eu un certain humanisme des réponses et qui ont permis, même s'il y a eu beaucoup de contraintes, d'arriver à ce que cette mesure, cette épidémie puisse finalement être prise en charge avec des contraintes et des points forts. L'autre aspect important de la recherche, l'opinion des populations par rapport à un probable vaccin. Et surtout la nécessité que les populations comprennent ce qui est en train d'être fait, et ce, quel que soit leur niveau. Il est important également que les politiques de communication soient ajustées sur la base de la compréhension des populations. Vous avez par exemple l'exemple de la vaccination, où les gens ont le sentiment
peut-être que ce qui est fait contre eux. Et donc il est important qu'on puisse ajuster. Et je pense d'ailleurs que les médias comme vous, c'est très important que vous soyez associés à toute cette forme de politique, puisque vous êtes des relais extrêmement importants au sein des populations. Cette journée d'études Covid-19, sciences sociales et santé publique a permis aux acteurs de la santé d'échanger sur les thématiques complémentaires et sur les nouvelles perspectives en cours et d'anticiper par rapport à d'autres pandémies. Merci Pape Farah. Le SARS-CoV-2, l'agent pathogène du coronavirus, s'est pourtant baladé dans les prisons sénégalaises. Le ministre de la Justice a révélé que 80 détenus ont été testés positifs au Covid-19. Ces patients, aujourd'hui guéris, ont été pris en charge dans le centre de traitement mis en place par l'administration pénitentiaire avant de retourner en cellule. Suivons là-dessus Maître Malick Sall. Amul ben prisonnier ku nek en prison. À ce jour, il n'y a aucun détenu infecté par la Covid-19 dans les prisons au Sénégal. Mais cela est dû à une bonne organisation de l'administration pénitentiaire. Toute personne mise en mandat de dépôt passe par un centre de transit et après 14 jours, si la personne est infectée, l'administration pénitentiaire la prend en charge, car elle aussi avait son propre dispositif sanitaire. Mais si la personne est sauve, elle rejoint naturellement sa cellule. C'est cela qui nous a beaucoup aidés. Nous avions dénombré près de 80 Covid de plus détectés et traités dans ces mêmes centres de transit. L'administration pénitentiaire def len jël en charge parce que l'administration pénitentiaire amon na ñom tam structure de santé. Le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, a présidé ce matin l'atelier de réflexion et de partage du Centre de renforcement de l'état de droit et des institutions judiciaires. Restons dans le monde carcéral pour évoquer la réinsertion sociale des détenus, une préoccupation majeure pour l'administration pénitentiaire. Des initiatives sont prises dans ce sens. À Bambey, vous allez le voir, le recteur incite les prisonniers aux travaux champêtres. Babacar Diouf Ndongondiaye. Bon nombre de détenus retournent en prison parce qu'ils ont raté le processus de réinsertion sociale. À la maison d'arrêt et de correction de Bambey, l'administration pénitentiaire ne souhaite pas un tel sort à ses pensionnaires. Le champ entre dans ce cadre de préparation à la réinsertion sociale des détenus. Donc comme vous le voyez, il y a une vingtaine de détenus qui sont employés dans ce champ, qui ont travaillé d'arrache-pied pendant 3 à 4 mois. Donc vraiment, l'objectif principal quand on parle de réinsertion, c'est quand même donner une activité au finish de pouvoir donner aux détenus des pécules. Ils veulent aller plus loin que le champ hivernal. L'activité devra se faire tout au long de l'année avec des activités diversifiées. Nous allons vraiment envisager de faire du maraîchage et du jardinage. Après cela, il y a un projet d'aviculture de 500 poulets. On va faire une aviculture de 500 poulets. Ce sera l'occasion de lancer ça. Et la production sera destinée à la population de Bambey. Pourquoi pas même à l'université. Ils ne seront pas seuls dans ce processus. À un niveau beaucoup plus élevé, l'administration pénitentiaire cherche à renforcer la capacité de ses prisonniers. Nous avons reçu un message qui nous dit au plus tard demain, 22, on doit envoyer au niveau central les noms des détenus et les formations souhaitées. Donc on avait déjà pisté les formations. Maintenant ils sont dans la phase où c'est les noms des détenus et la formation. Donc ça veut dire que c'est une phase maintenant avancée. La formation va suivre. À leur sortie de prison, ils auront un métier pour s'occuper et de l'argent pour repartir sur de nouvelles bases. Merci Babacar. Et puis les femmes réclament plus de présence dans les médias. Réunies à un atelier, les femmes politiques se donnent les moyens de se hisser au sommet des partis politiques, mais également dans l'espace médiatique. Elles ont constaté un retard dans l'exercice politique. Suivant là-dessus, Fatou Soussar, interrogée par Mamadou Fall. Les femmes sont désespérément absentes, quasiment absentes. Quelques-unes sont là, mais globalement, quand il y a les grands débats politiques au Sénégal, les grandes émissions, c'est des hommes qui sont invités. Les femmes sont invitées dans des émissions qui s'appellent Entre elles, où elles ne sont que des femmes entre elles. Et c'est pour essayer ensemble de comprendre le pourquoi. Et quand nous le saurons, cela nous permettra de mettre en place des programmes d'accompagnement pour 2021-2022. Mais c'est aussi la place des femmes dans la gouvernance politique au sein des partis politiques. Et là aussi, une étude a été réalisée pour essayer de comprendre la faiblesse du leadership des femmes
dans leur propre parti politique. Oui, allons plus loin justement pour parler de l'effectivité de la parité dans les partis politiques pour une meilleure représentativité au sein des instances de décision. Le CIDEA engage le combat. L'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique a formé des jeunes et des femmes dans les 14 régions du Sénégal pour un meilleur plaidoyer, suivant les explications du président de l'OCDEA, Cheikh Oumar Sy, avec Alassane Ba. On a vu que lors des dernières élections, que ce soit les élections législatives ou locales, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la loi sur la parité et que celle-ci, si elle est une loi et qu'elle reste et qu'elle n'est pas du tout revue, donc il faut l'appliquer. Et nous avons considéré surtout qu'une composante importante, c'est-à-dire la composante jeunes et femmes, avait encore du mal à trouver leur espace dans les instances des partis politiques. De cette manière, nous avons essayé, avec l'appui de la Fondation Heinrich Böll et l'appui de l'ambassade de Grande-Bretagne, de faire des formations et même des formations en webinaire pour les 14 régions, dans les 14 régions, avec les jeunes, pour non seulement les aider à porter le plaidoyer au nom des instances, au sein des instances de leur parti politique, mais aussi de travailler dans les textes à faire que ces réformes-là soient effectives et que les chartes des partis politiques intègrent la composante parité. Ainsi, on trouvera de l'équilibre. Vous ne pouvez pas être dans une assemblée nationale où vous n'avez qu'une seule jeune de 25 ans, alors que la société sénégalaise est composée à peu près de 65% à 55% de jeunes. Donc il y a un déséquilibre total. Dans un tout autre registre, l'OMVG, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, vient d'organiser une visite de chantier au niveau du poste de transformation de Kédougou, où les travaux de génie civil ont atteint les 80%. Les autorités administratives qui étaient de la partie militent pour un renforcement du dispositif électrique de la région qui est confrontée, vous allez le voir, à des coupures récurrentes d'électricité, surtout en période de forte chaleur. Voyons tout cela avec Ibrahima Diabakhate. Les travaux de construction du poste de transformation 1B de Kédougou du projet Énergie au Sénégal dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie sont satisfaisants dans l'ensemble. Ainsi, 80% de ces travaux en génie civil ont été réalisés. À terme, ce projet va ainsi renforcer le dispositif électrique de la région de Kédougou en encourageant les investisseurs. Kédougou demande beaucoup parce que l'accès à l'énergie au niveau de Kédougou est total. Et nous comptons sur cette infrastructure qui va prendre forme bientôt pour qu'on puisse normalement, suivant les délais, c'est évidemment en principe, nous comptons sur cette infrastructure pour renforcer le dispositif électrique. Mais aussi à l'intérieur de Kédougou, il y a un grand projet de la Sénélec qui est en train d'être déroulé. Et à terme, on va passer de 6600 à 30 000 volts, ce qui permettra de régler carrément les problèmes d'énergie de Kédougou. Mais ça, notre préoccupation, c'est quoi? C'est faire venir tous les investisseurs à Kédougou. Parce que l'accès à l'énergie est un problème réel au niveau de Kédougou. Si nous parvenons à régler ce problème-là, nous aurons tout ce qu'il y a comme investisseurs à Kédougou et ça pourra vraiment accompagner le développement durable au niveau de Kédougou. Pour ce qui est des lignes de transformation d'énergie, les activités tardent à démarrer à cause des problèmes liés au contournement du pays Bassari, aux mesures de prévention des zones identifiées comme habitat naturel des chimpanzés, mais aussi et surtout au changement du tracé à cause du déplacement du site du poste de Sambangalo à Kédougou. Merci Ibrahima. Affaire des bonbons de la dépravation qui suscite l'indignation chez les parents. Le ministère du Commerce assure n'avoir vu aucune trace du produit sur le marché après avoir mobilisé son personnel sur l'étendue du territoire. Toutefois, la traque se poursuit selon le directeur du commerce intérieur. Oumar Diallo était l'invité de la matinale de TFM. Depuis mardi matin, lorsque nous avons reçu la réclamation des associations de consommateurs concernant ce produit qui véhicule un message dans lequel il est clair que c'est une dépravation par rapport à l'éducation de nos enfants. Alors, nous avons travaillé d'arrache-pied sur l'ensemble du territoire national parce que nous avons instruit pratiquement tous nos chefs de services régionaux et particulièrement ici à Dakar, nous avons mobilisé tous nos moyens pour aller dans les marchés, pour aller au niveau des importateurs, tous ceux qui potentiellement devraient détenir ces produits-là. Et jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas retrouvé ce produit-là sur le marché. Cela ne veut pas dire ipso facto qu'il n'existe pas sur le marché, mais nous avons dit que nous, commerce intérieur, malgré tous les efforts que nous avons déployés sur le terrain,
nous n'avons pas encore vu trace de ce produit-là sur le marché. Et nous continuons à mener les investigations et notre présence sur le marché pour que chaque fois qu'on a une information pouvant nous aider dans ce sens-là, pour qu'on puisse faire le travail nécessaire en la matière. Nous avons aussi la collaboration des autres services techniques en la matière qui sont en train de faire le même travail que nous. Et nous invitons aussi l'ensemble des consommateurs du Sénégal, chaque fois qu'ils sont en face de ce produit, qu'ils prennent le soin de les dénoncer au niveau des services régionaux ou au niveau de Dakar, en tout cas au niveau de la direction du commerce intérieur ou du service régional du commerce de Dakar. Parlons maintenant des préparatifs du Gamou à Thiès. Beaucoup de foyers religieux vont célébrer le Maoulid, Thiénaba, Kër Mam El Hadj, Kër Dabaye. Le service d'hygiène de Thiès se mobilise pour procéder à la désinfection des concessions et lieux recevant du public. Thiénaba a été choisi pour la première étape de cette tournée. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Munis de leur appareil de pulvérisation, moteur et manuel, de grand débit et la logistique roulante, les éléments du service d'hygiène de Thiès, Tivaouane, Ngaye Mékhé sont tout mobilisés pour désinfecter les foyers religieux de Thiès. Thiénaba est la première étape de leur tournée. Le Gamou de cette année a deux particularités. Donc la première, c'est que le Khalife général des Tidjanes a préconisé le Gamou chez soi. Mais parallèlement à cette décision, il y a d'autres foyers religieux qui ont pris d'autres options de faire le Gamou, mais avec le format habituel. C'est le cas présentement de Thiénaba. Nous avons commencé ces opérations techniques présentement à Thiénaba. C'est le cas de la famille Ndiéguène de Thiès. Aussi, il y a d'autres Gamous qui vont se dérouler au niveau de la région de Thiès. Pour ces cas de figure, la brigade régionale, comme d'habitude, du point de vue du plan d'action que nous avons élaboré, nous allons assurer la prévention et le contrôle de l'infection. Des milliers de pèlerins sont attendus dans ces différents foyers religieux, d'où la nécessité d'informer et de sensibiliser les populations sur la pandémie. Il y aura aussi une distribution de kits d'hygiène, surtout dans le cadre du respect des gestes barrières, surtout avec le lavage des mains à l'eau et au savon. Maintenant aussi, il y aura le contrôle au niveau des domiciles, qui va nous permettre vraiment d'assurer l'hygiène au niveau des concessions. Il faut préciser d'abord que tous les engagements que nous avons pris lors du CRD, vraiment on a essayé un peu de les respecter. Le khalife général de Thiénaba, Serigne Abdourahim Seck, qui a reçu la délégation du service d'hygiène de Thiès, a formulé des prières pour qu'il y ait 0 cas de Covid-19 lors du Gamou. Merci Chéranta. Et puis l'autre grand titre de cette édition, c'est la situation en Guinée. La FIDH condamne les violences survenues à la suite de la présidentielle du 18 octobre. La Fédération internationale pour les droits humains appelle l'Union africaine et la CEDEAO à soutenir les citoyens guinéens. Ici à Dakar, des Guinéens établis au pays ont encore manifesté devant leur ambassade pour dénoncer la situation à Conakry. Aminata Mbaresso et Diafarba. C'est un petit groupe de jeunes, pour la plupart, qui sont revenus à la charge. Ils ont fait le déplacement devant leur ambassade pour manifester. Je suis venu manifester pour dire que les premiers résultats ne sont pas vrais. Alpha Condé ne peut gagner cette élection. La commission en charge de l'élection présidentielle doit dire la vérité des urnes et non le contraire. Ce qui se passe actuellement en Guinée, l'heure est grave. Et on ne voulait pas qu'on tue les gens comme ça. Avec le président Alpha Condé, Alpha Condé n'a jamais gagné l'élection en Guinée. Il n'a jamais gagné. En face, des barrières érigées des policiers pour éviter tout débordement et tout accès à l'ambassade. On n'est pas venu ici pour faire des bagarres ou tuer des gens ou bien faire de n'importe quoi. On est venu juste pour notre droit. Ces Guinéens établis à Dakar manifestent. Ils manifestent contre les premiers résultats favorables au candidat sortant Alpha Condé. Alpha Condé Tami. Alpha n'est pas le meilleur président pour nous, les Guinéens. Nous ne voulons plus du président Alpha Condé. Il doit accepter sa défaite et quitter le pays. Pour eux, la détermination reste là. Il en sera ainsi tous les jours si jamais ces résultats sont confirmés.
Aminata, les résultats provisoires sont toujours attendus. La CENI a publié pour l'instant que des résultats provisoires partiels concernant 4 circonscriptions sur 38. La situation reste tendue en Guinée. Dans ce contexte, quelle marge de manœuvre pour la CEDEAO et l'Union africaine? Élément de réponse, Alassane Ba et Mohamed Dieng. C'est des acteurs de la société civile qui condamnent fermement le silence de la CEDEAO, de l'Union africaine sur la situation qui sévit en Guinée. Des pertes en vie humaine, des craintes d'un chaos. Nous dénonçons avec fermeté le silence criminel de la CEDEAO et de l'Union africaine. Nous pensons aujourd'hui que ces pères qui sont au niveau de ces instances-là sont en train de regarder un massacre qui se passe en Côte d'Ivoire avec ce qui se passe avec Alassane Dramane Ouattara, qui a un mandat qui est un mandat de trop. Et nous dénonçons de la même chose, de la même manière, le mandat de trop de Alpha Condé, qui est en train aujourd'hui de massacrer son peuple pour juste un troisième mandat. Et nous le pensons, en Afrique, il faut cesser ce débat de troisième mandat qui crée des clivages ethniques, qui crée des instabilités économique, qui crée un préjudice pour les populations que nous sommes et que les présidents doivent revenir à la raison. C'est un malheur pour les peuples africains de voir aujourd'hui, bien de constater les limites de cette instance communautaire qui avait pour mission de se mettre en avant, en tout cas d'anticiper sur la survenue de telles situations. Malheureusement, c'est des faits qui sont là. Les peuples sont laissés à eux-mêmes face à des sanguinaires, n'est-ce pas, en tout cas des inassouvis de pouvoir tels qu'Alpha Condé. C'est dommage. Une situation préoccupante qui était prévisible selon Abdourahmane Sow de COS M23. Les prémices étaient annoncées par le vote de ce référendum, ce fameux référendum, sur ce retournement et ce parjure qu'on a eu à noter de la part de Alpha Condé, sans que la CEDEAO n'ait pu prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, ce qui est malheureux et qu'on constate, c'est que les tenants, ou bien les ténors même de cette même CEDEAO, en l'occurrence le président de la République, M. Macky Sall, M. Alassane Ouattara, entre autres, sont eux-mêmes dans ces situations précaires de troisième mandat, troisième candidature. Toute la société civile africaine doit se mobiliser pour dénoncer ces massacres de l'avis du président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, qui estime qu'il est temps de faire cesser les débats de troisième mandat. Merci Alassane. Et puis un mot de sport, un peu de réconfort pour Ibrahima Niane du FC Metz, élu meilleur joueur du mois de septembre de la Ligue 1 en France. Marcelo Lippi qui tire sa révérence et puis le Sénégal, toujours numéro 1 en Afrique, perd une place au classement mondial de la FIFA. Le round-up de l'Actu Sport avec Cheikh Sadibou Diarra. Classement mensuel de la FIFA, le Sénégal recule d'une place au niveau mondial. Battu par les Marocains, les Lions passent de la 20e place occupée maintenant par le pays de Galles à la 21e place. Toutefois, le Sénégal reste toujours premier en Afrique, suivi de la Tunisie et de l'Algérie qui déloge sur le podium sa dernière victime, le Nigeria. Le trio de tête mondiale reste inchangé. Il est constitué de la Belgique, de la France et du Brésil. Ibrahima Niane, l'attaquant du FC Metz, est récompensé. Auteur de 6 buts en 6 rencontres de Ligue 1, il est élu joueur du mois de septembre. Une maigre consolation pour le Sénégalais de 21 ans, victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit. En Ligue africaine des champions, le report de la demi-finale retour prévu ce samedi entre le Zamalek d'Égypte et le Raja de Casablanca du Maroc est acté par la CAF. Le club marocain devant fournir de nouveaux tests PCR le 27 octobre prochain, l'instance reprogramme la rencontre le 1er novembre. L'objectif de la CAF est de protéger l'intégrité de la compétition. La FIFA, pour sa part, infirme l'information de son implication dans la création d'une Super Ligue européenne. Gianni Infantino, le président de l'instance, déclare être concentré sur le succès de la Coupe du Monde de 24 clubs qui se tiendra pour la première fois en Chine en 2022. Marcelo Lippi prend sa retraite. L'entraîneur italien met fin à sa carrière à l'âge de 72 ans. Libre de tout contrat depuis presque une année, Lippi, qui a eu à diriger la Juventus, l'Inter de Milan, Naples comme club entre autres, et la sélection de l'Italie, peut se targuer d'un beau palmarès. Plusieurs titres de champion d'Italie, une Ligue des champions en 1996 et une Coupe du Monde en 2006. Merci Cheikh, voilà c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Tout à l'heure, vous aurez votre émission Faram Fati avec Papa Ndiaye qui reçoit Barthélémy Diaz. Excellente suite des programmes sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.